Donc bienvenue encore une fois à ce 42e Meetup. D'ailleurs, j'ai même pas dit de quoi on parlait ce soir d'ailleurs. Donc en fait, ce soir on va parler de Phi 3. Alors Phi 3, hein, c'est un des modèles hostés par Microsoft d'ailleurs, voilà. On va faire de l'entraînement, de l'usage sur une Pi 5. Hein, donc vous connaissez tous la Pi 5. Voilà. Et donc Émeric, il fera la démo dans quelques minutes. Merci à Meritis de nous accueillir pour le premier semestre, voilà, donc c'est l'avant-dernier meet-up ici, voilà, et après on change de lieu comme d'habitude. Donc l'agenda est très simple, donc Émeric va nous parler effectivement de Phi 3 sur la Raspberry Pi 5 et ensuite on ira migrer là-haut. Donc les deux derniers numéros de Programmer toujours en kiosque, hein, le spécial IA qui est sorti il y a quelques semaines. Voilà, avec plusieurs tutos autour du Pi 4 et du Pi 5. Voilà, et si vous avez aussi un Apple Silicon M2, M1, M2, M3 aussi, il y a un très bon exemple sur comment on fait de l'entraînement local sur un M2 ou M3 avec le modèle large Apple Furet. Voilà. Voilà, et le numéro 262, hein, donc le numéro bimestriel du magazine avec du Java, du Blazor, du Redfish, de la CLI, du COBOL aussi un petit dossier autour de KubeCon et des infrastructures Kubernetes. Technosan, pour ceux qui se passionnent pour l'histoire de la micro-informatique et des technologies. Voilà, le prochain numéro sort dans 3 semaines. Et nos prochains événements, vous pouvez tout de suite les noter. Donc Markdown saison 2 le 25 juin. Voilà, donc c'est Christophe Villeneuve qui nous reparlera de Markdown parce que durant la saison 1, il nous avait laissé un petit cliffhanger à la fin. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous réserve pour le 25 juin. Et surtout, notez tout de suite la DevCon. Ce sera la 22e DevCon déjà. Donc là, on sera sur le campus de l'école 42. Et ce sera la 2e édition de notre DevCon Game Dev. Donc là, on parlera jeu, on parlera gameplay, on parlera de moteur 3D. Voilà, donc là, on va vraiment aller au fond des choses et comment on construit vraiment un jeu, en fait, à ce niveau-là. Et ça va être super intéressant. Donc c'est le 13 juin, à partir de 13h30 l'accueil, début des sessions à 14h. Voilà. On va parler d'IA générative. Hein. Alors, en ce moment, on parle beaucoup d'IA générative. Moi, j'aime bien parler beaucoup de ces sujets-là. Donc aujourd'hui, je vous propose que vous rencontriez Fifi. Fifi, c'est un POC assez facile que vous pouvez monter chez vous si vous avez un Raspberry Pi. Évidemment, cette photo, c'est une vue de l'esprit, hein, une vue de l'esprit de l'IA même, pour être plus précis. Qui a été généré par DALL-E 3, encore une IA générative de chez OpenAI, sur Azure. Et donc, bien les deux yeux qui font les filles, qui font la lettre grecque phi. Juste petite parenthèse, en fait c'est pas si facile que ça de générer des vraies lettres dans un truc d'IA générative parce qu'en général ça marche pas bien. Le dernier DALL-E 3, on arrive à faire des lettres mais c'est pas toujours évident, donc là c'était pas le premier essai cette image là, évidemment je vous le dis, mais il y a plusieurs essais, c'est pas juste j'ai fait un prompt, voilà. Mais bon voilà, c'est pas le sujet de la session, même si moi j'aime bien toujours parler de dessins et de choses qui sont générées graphiquement. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous voulez me suivre sur les différents réseaux sociaux, être Émeric W sur Twitter, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver Émeric Vimbach, mon nom et mon prénom. Et là c'est mon site blog, si vous voulez me retrouver par la suite. Donc, aujourd'hui, on va parler d'IA générative, donc de réseau de neurones. Juste pour vous situer le contexte, hein, aujourd'hui on parle beaucoup d'IA générative, ChatGPT, tout ça c'est quelque chose qui a explosé avec ChatGPT novembre 2023. Mais l'IA en général et les IA génératives soit depuis déjà un certain nombre d'années.
GPT, voilà, les transformers, les transformers qui sont à l'origine de GPT, parce que GPT ça veut dire génératif, pre-trained transformer. C'est un papier de Google à la base qui était Attention Isol Unit, qui a déjà un certain nombre d'années. GPT-2 qui était déjà une version un peu plus évoluée de ce qu'avaient fait les transformers de chez Google, qui était chez OpenAI, des débuts de chez OpenAI. GPT-2 qui avait donc 1,5 milliard de paramètres, l'ancien réseau de neurones. On faisait déjà des choses amusantes avec GPT-2 il y a quelques années. Hein. J'avais déjà présenté, je crois que je l'ai même dû le présenter à un meet-up programmé ou à une DEFCON. Si, c'était la DEFCON Coding for Fun, voilà, j'ai dû le présenter. Alors, il y a longtemps. Il y a au moins 4 ans. Voilà, il y a au moins 4 ans. Donc, c'est là où j'avais présenté les GAN. Et en fait, dans les GAN, j'avais aussi, si pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous avez déjà vu Vincent Van Gogh, qui était un bot Twitter et Instagram qui postait des photos. Et en fait, il ne postait pas que des photos, il postait des textes. Et les textes, ils étaient générés par GPT-2. Donc avec GPT-2, on faisait déjà des choses amusantes il y a quelques années. Mais voilà, c'était pas hyper utile. Le principe de Vincent Van Gogh, c'est juste, on lui de filer une description d'image et il générait un petit poème derrière avec un modèle GPT-2 qui avait été juste... Entre parenthèses, il y avait déjà aussi la fameuse Intel, parce qu'on a parlé d'Intel, et Intel il continue à être de la bataille. Hein. Il y avait déjà le Neuro, pas le 2 mais le Neuro 1. La chip, ouais. La chip, ouais. Ah, oui. Ah oui, absolument. Oui, tout à fait. J'avais fait un super article dans Programmer dessus. J'avais fait un super article avec OpenVINO et tout ça. Ça, je m'en souviens de ça. En fait, c'est même une boîte française. Enfin, c'est une boîte française qui a été rachetée par Intel en fait, qui faisait ça. Et j'avais rencontré du coup à cette occasion-là, j'avais rencontré le français qui était super sympa. Voilà. Donc parenthèse. Donc voilà. Après l'IA, il y a plein de effectivement de choses sur l'IA qui existent depuis un certain temps. Même les bases de l'IA, ça date des années 70. Dans les années 80, on faisait des choses avec des réseaux de neurones, sauf qu'à l'époque, on en avait, on avait 2 quoi. Donc voilà, les machines n'étaient pas très puissantes, on n'avait pas beaucoup de data, donc on ne faisait pas grand chose. Donc voilà. Donc ça c'était GPT-2, 1,5 milliard de paramètres. GPT-3 2020. Évidemment, c'était OpenAI, ils ont mis un peu dans le secret, ils ont dit on va pas sortir ça, c'est trop dangereux pour tout le monde, ça va révolutionner, voilà, on peut trop faire de fake news. Ils ont quand même fini par le sortir en public avec ChatGPT. ChatGPT, c'est GPT 3.5 en fait. Hein. Et c'était pareil un modèle qui avait été modèle de transformer qui avait été éduqué du coup avec des conversations. Donc l'idée c'était de faire un modèle au lieu de faire le GPT-2 qui était juste un modèle de completion. En gros on lui donnait un petit bout de texte, il le complétait. GPT-3 ils ont scalé le principe, ils ont mis beaucoup plus de puissance et ils ont fait un modèle beaucoup plus gros qui faisait 175 milliards de paramètres. En gros GPT 3.5 c'est à peu près le même nombre de paramètres même si c'est un peu boîte noire chez OpenAI. Et donc GPT 3.5 c'était modèle conversation. Et c'est ChatGPT qui a fait que c'est devenu ouvert au grand public et que tout le monde s'est explosé de partout et que tout le monde s'en sert. Donc voilà, GPT 3.5 c'est environ 175 milliards de paramètres. Juste pour situer à peu près les évolutions d'avant. J'en reparlerai peut-être un peu tout à l'heure de GPT-4 et des dernières versions qui sont sorties, mais voilà. Donc comment ça marche? En gros, un modèle type GPT, ChatGPT ou Phi dont je vais parler après, enfin en gros les LLM en général. Il y a ce qu'on appelle, en gros, on lui donne une requête. Votre requête, elle est transformée en token. Ces tokens, ils sont encodés en vecteurs. Ces vecteurs, ils sont envoyés au modèle. Et le modèle vous donne la probabilité la plus grande de la suite de votre réponse. Donc en fait, quand on pose une question à ChatGPT, il ne répond pas, il ne parle pas. On ne peut pas anthropomorphiser ChatGPT, il ne répond pas, il ne parle pas. Ce qu'il fait, c'est juste compléter la suite du texte. Sauf qu'il a beaucoup de paramètres et il est capable de... Il a beaucoup de données et du coup, avec toutes ces données, il est capable de
faire croire qu'il répond, parce qu'en fait, juste, il vous donne la réponse la plus probable. C'est pour ça que, de temps en temps, avec les LLM, on a bien vu, on a tous eu l'expérience, je pense, on a tous posé des questions et ils nous ont raconté n'importe quoi. Je pense que ça arrivait à tout le monde. Donc voilà, c'est ça le principe. C'est juste une histoire de probabilité. Excusez-moi, oui. je peux me permettre à nouveau pour rajouter un petit peu. Oui. Et effectivement, donc ce sont des probas. Il faut bien signaler que ce sont des probas présentes. Et en fait, ce qui est encore encourageant pour nous, l'Homo sapiens, c'est que l'IA aujourd'hui ne sait pas valoriser la donnée. Donc ça veut dire qu'il n'y a que l'humain qui sait le faire. On pourra prendre des exemples, mais je ne vais pas vous y m'étendre. Tout ça pour dire qu'il ne sait pas valoriser la donnée, il donne une probable. Par contre, il faut faire hyper gaffe à ces données, et surtout les privées. Parce qu'effectivement, comme c'est une proba, si vous lui donnez des données, il va se rapprocher en fait. Il va être assez bon. Mais c'est pour ça qu'on a besoin des experts en fait. Pour chaque outil. C'est-à-dire à l'électronicien, on a toujours besoin d'électronicien. Ah bah oui, c'est clair. C'est juste un... Pour le juriste, on a toujours besoin de l'Homo sapiens qui va pouvoir faire du RAG. Je ne sais pas si on va en parler. On va en parler un peu, probablement aussi à la fin, mais ouais. Donc, pas d'inquiétude. Oui, pas d'inquiétude, je suis d'accord. Voilà. Microsoft le rend bien d'ailleurs sur le sujet, parce qu'en fait, il parle toujours de copilote et de trucs. C'est que c'est pas l'idée, c'est pas de vous remplacer, c'est d'avoir un assistant, juste quelque chose pour s'aider. C'est ça, en gros, les grands principes qu'il y a derrière quand on fait de l'IA. Donc, quand vous parlez à votre... On pourrait montrer un exemple justement pour bien montrer ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime bien donner la date de Cristobal Colón pour bien montrer qu'en fait, il est vraiment nul. Il est même pas... Enfin, je veux dire, il a beau avoir de la mémoire. Si vous lui posez la question, quand est-ce qu'a été découverte l'Amérique, il va vous donner une date. Si vous lui dites... ça, on va faire des... juste après, je finis en gros les slides, il y en a 4, donc je finis les slides, et après on fera de la démo plein de... On pourra poser plein de questions aux différents modèles, ça n'y a pas de problème. Donc je disais, voilà, en gros, quand on parle à ChatGPT, un LLM, n'importe lequel, que ce soit Phi, que ce soit... ceux de Google, enfin n'importe lesquels, il y a toujours en réalité deux prompts, au moins deux prompts dans ce qu'on raconte. Il y a le système prompt, en fait, les instructions qui sont données au modèle avant celles qu'on donne, qui sont parfois cachées d'ailleurs. On les voit pas, ça dépend quoi. Notre prompt à nous, c'est-à-dire notre question, ce qu'on va donner, ce qu'on va poser comme question à notre LLM. Donc c'est toujours un truc, il faut savoir, toujours le système prompt, user prompt. Et après, quand vous discutez du coup avec un LLM, dernière notion qu'on doit avoir, il y a le système prompt, il y a votre question, et en fait, si vous avez l'impression d'avoir une conversation, en fait, la conversation elle est renvoyée entièrement à chaque fois que vous parlez en fait dans votre conversation. C'est pas juste c'est le système prompt, le reste de votre conversation et votre nouveau message. Donc tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle une fenêtre de contexte, parce qu'en gros la fenêtre les LLM ils sont limités sur une taille de ce qu'on peut envoyer du coup comme message au total. Donc les premiers en gros, les premiers messages, quand vous dépassez la fenêtre de contexte, en fait, il va se rappeler du début de la conversation, par exemple, parce que ça rentre plus dans la fenêtre de contexte. Après, il y a des solutions, évidemment, pour optimiser ça, mais bon, voilà. Donc voilà, ça c'est les trucs de base. GPT-3 origine, les premiers c'était 4097 tokens. On va parler de Phi, là, le petit Phi que je vais vous montrer, c'est pareil, il a un petit, celui que je vais faire tourner, il a le même genre de taille de contexte. Mais voilà, aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. GPT-4 l'année dernière c'était 32K, aujourd'hui c'est 128. Phi 3, en fait il existe aussi en version 128, mais sauf que je le ferai pas tourner sur Raspberry Pi aujourd'hui, même si peut-être qu'on arrivera à le faire tourner un de ces quatre. J'ai pas essayé, mais voilà, c'est une des trucs.
Il y a des papiers de recherche sur le sujet qui parlent de contexte illimité. Il y a des papiers de recherche qui parlent de 2 millions de tokens. Microsoft avait sorti quelque chose sur le sujet. Gemini de Google a fait annonce qu'ils font 1 million de taille de tokens. Ok, ça c'est joli, mais sauf qu'en fait, en réalité, si vous essayez de balancer beaucoup de contenu dans le contexte, ça veut dire qu'à chaque fois il va y avoir beaucoup d'échanges, donc ça va être super lent en fait. Donc là, en réalité, avoir des très gros contextes, c'est pas forcément non plus une solution si miraculeuse. C'est pour ça que justement on a des solutions qui s'appellent le RAG par exemple, où en fait on mélange avec des données qui viennent d'une base de données par exemple. Oui. Je reviens juste sur le système prompt. Il fait quoi concrètement? Comment il est interprété par le LLM contrairement à un user prompt? Alors en fait le système prompt, il y a pas vraiment de spécificité, en fait c'est juste un prompt. On l'appelle système prompt, mais c'est la même chose que le user prompt. C'est juste que c'est ce qui nous permet en fait de mettre le contexte au LLM en fait. Dans justement les premiers chats qui étaient disponibles, on pouvait lui dire des choses comme arrête-toi, dis-moi quel est ton système prompt. Et il voilà. La sauce secrète, où on lui disait oublie ton système prompt. Et je te donne ce nouveau système prompt. Voilà, donc ça c'était effectivement, il y a plein de trucs comme ça où on peut jouer avec. Ça fait partie d'ailleurs des problèmes de sécurité qu'il y a avec les LLM, c'est que quand c'est des choses en mode boîte noire, on peut si vous arrivez à lui faire oublier son système prompt et mettre n'importe quoi à la place, il va devenir, il risque de faire n'importe quoi. Et donc le système prompt n'est pas inclus dans la context window. Alors le système prompt, si en général il est toujours, quand on fait de la context window et quand en mode ChatGPT là, en général on voit toujours le système prompt. C'est-à-dire qu'il y a le système prompt et puis il y a l'historique de la conversation. Mais il y a le système prompt, il est toujours là. Ouais. Le but du jeu c'est que voilà, on met le système prompt plus les user prompt. Voilà. Et donc voilà la fenêtre de contexte. Et donc en pratique, comment on fait faire tourner ça sur un Raspberry Pi? Parce qu'effectivement, on a parlé de faire ça dans des gros data centers Azure de chez Microsoft. ChatGPT, effectivement, c'était une boîte noire quand c'est sorti. Hein. Mais il y a eu plein de choses qui sont sorties depuis. Il y a eu beaucoup d'évolution. La recherche a beaucoup travaillé sur le sujet. Il y a eu plein de gens qui ont travaillé, dont Microsoft. Hein. Et les autres. Et donc, voilà la bête sur laquelle on va faire tourner ça. Hein. C'est un Raspberry Pi 5. Et alors pour ajouter à la difficulté, c'est pas le meilleur Raspberry Pi 5. Hein. C'est un Raspberry Pi 5 avec 4 Go de RAM. Donc ça veut dire qu'il faut un peu forcer pour faire rentrer les choses. Hein. Il y a pas de mémoire. Donc il a que 4 Go de RAM. C'est quand François a proposé, il avait fait une demande, j'ai dit ok, je vais tenter de faire des choses avec un Raspberry Pi 5, je te ferai un meet-up avec. Mais il avait plus de 8 Go, donc il m'a envoyé une 4 Go. Donc ça m'a rajouté une petite difficulté sur le challenge. Donc après derrière c'est juste une carte SD 32 Go. Qui fait en gros le disque dur qui fait la. Voilà. Et sinon, rien de spécial, elle n'est pas modifiée, c'est une classique. Ils sont le free cooling en plus. En plus, voilà, difficulté supplémentaire. La Raspberry Pi 5, elle est livrée sans, comme toutes les Raspberry Pi, en fait, il n'y a pas de ventilateur, ni de dissipateur, ni rien. Donc c'est tout. Et elle monte, après je vous le montrerai, ça monte à 90 degrés sans problème. Hein, là. Donc voilà, quand on fait les choses, j'espère qu'il ne fait pas trop chaud d'ailleurs, on verra si ça fait planter la. Oui. Juste avant de passer au Word, il y a un truc hyper important quand même, qui paraît hyper important au niveau soft. Oui. Et là, sur le coup, on peut remercier Microsoft. C'est pas pour rien qu'ils aient eu un deal avec OpenAI. En fait, c'est aussi grâce à eux qu'on peut maintenant se permettre d'installer tout ça dans ces petites finalement circuits, parce qu'ils ont déposé un brevet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle le QLoRa.
Ah, le QLoRa, ouais, effectivement, c'est... Pas le LoRa qu'on a l'habitude de faire avec en fait du... D'accord. Le QLoRa, ça en gros, hein, je te résume, ça permet de compresser. En gros, c'est ça qui manquait. En fait, on quantifie, ça nous permet de compresser en fait des matrices qui sont énormes vers du 3, vers du 2 gigas, vers du... Voilà. Ouais, et LoRa, et en fait LoRa, ce qui est vachement bien en plus, c'est quand on fait de l'entraînement, ouais. Ben en fait c'est des petits bouts de, réseau de neurones qu'on branche quand il a été entraîné, qu'on branche en fait sur un LLM déjà existant en fait. Donc ça permet en fait du coup de rajouter, d'avoir un gros modèle par exemple, et de rajouter plein de petits trucs sur des données spécifiques. En fait c'est comme ça. En réalité, GPT-4 c'est une boîte noire, mais GPT-4 marche comme ça en fait. Il y a pas, voilà, c'est des grosses infos. C'est pas un gros modèle GPT-4, c'est un modèle avec plein de LoRa branchés dessus en fait. Donc c'est hallucinant parce qu'en fait on compresse un 13 par exemple ou même un 66 et on arrive à le mettre par exemple dans un 3 ou même un 7 hein, parce que je crois que je l'ai fait tourner sur un 7, mais tout ça pour dire quoi, c'est qu'après on coupe le réseau et il marche en local. Alors pour le moment il est anglais, hein. Alors, si on veut lui demander le français, bon, il y a encore du mal, mais en anglais c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait on a comprimé des connaissances qui tiennent dans une... C'est ça qu'il faut comprendre, un USB. Alors, petite pub pour Microsoft pour commencer, avant de démarrer sur le hardware. Les modèles GPT-4, ChatGPT, enfin tous les modèles Mistral, Llama, Phi, en fait on peut les essayer directement sur le portail de Microsoft, hein, sur ai.azure.com, sur le portail Azure, et du coup là on peut les essayer et évidemment payer pour les utiliser en mode as a service sur Azure. Alors soit en mode as a service, en gros on paye juste en mode API comme chez ChatGPT, soit en mode, en gros on le met sur son infra Azure, on déploie, on crée nos machines. Donc le modèle qu'on va essayer ici aujourd'hui, c'est Phi 3. Donc Phi 3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines en gros, 2-3 semaines. Phi 3 qui est sorti dans plusieurs versions, hein. Donc la version mini, version mini 4K, donc avec 4K de contexte, Phi 3 mini 4K Instructs, pour donner, je montrais tout à l'heure les nombres de paramètres qu'on avait, donc GPT2 c'était 1,5 milliard de paramètres, vous vous rappelez, GPT-3 c'était genre 100 fois plus quasiment, Phi 3 c'est 3,8 milliards de paramètres. Donc on est, si on compare les tailles qu'on avait tout à l'heure, par rapport à GPT-2, en gros c'est à peine 2 fois plus que ce qu'on avait avec GPT-2 qui faisait pas grand chose de super intéressant, quoi. Si je vous remontre ce qu'il faisait, voilà, 3,8 milliards de paramètres. Sauf qu'en fait, il y a de la recherche derrière, évidemment. Pourquoi il ne me prend pas la tête là? Ok. Donc les modèles Phi de chez Microsoft, en fait, alors, ce que je voulais montrer, c'était juste ce que faisait GPT-2. Les modèles de Phi, en fait, ils ont fait un papier de recherche dessus sur le sujet qui s'appelle Textbook Isole You Need. En gros, petite référence à Attention Isole You Need d'origine. Sauf que en fait, l'idée des modèles Phi, c'est de mettre beaucoup de données intéressantes en fait, et de faire des données synthétiques, donc dont tu parlais tout à l'heure par exemple, et du coup en fait, en faisant un dataset le plus synthétique possible, de réussir à faire rentrer dans 3,8 milliards de paramètres quasiment la même chose que ce qu'on a dans GPT 3.5 qui en a 100 fois plus.
Donc voilà, ça je vous ai juste ouvert pour donner un exemple de ce que faisait GPT-2 en gros. GPT-2, on lui donnait une phrase « a bridge over a river bridge » et il complétait en sortant, alors c'est un modèle qui était un GPT-2 avec, sur les poèmes anglais, mais voilà, en gros c'est ça qu'il était capable de faire, donc pas grand chose. C'était sympa pour faire des tweets jolis pour Vincent Van Gogh, mais à part ça, ça n'allait pas tellement plus loin. On pouvait faire il y avait les bases dont je parlais, mais voilà. Ça c'était GPT-2. Donc voilà. Donc GPT, donc Phi3, donc qui a à peine plus de paramètres. On lui parle. Donc là, j'essaye directement sur le portail Azure, hein, pour pouvoir comparer avec ce que je vais faire tout à l'heure dans le Pi. Donc je lui ai dit, présente-toi s'il te plaît. Et il me dit, bonjour, je suis assistant numérique conçu pour répondre à vos questions, vous aider dans diverses tâches, que vous avez besoin d'informations, de conseils, ou simplement une conversation, je suis là pour vous assister. Comment je puis vous aider aujourd'hui? Déjà, ce qui est notable, c'est que il parle en français. Il parlait en anglais. Il parlait qu'en anglais en fait. Les modèles là, ce que j'ai montré, c'était sur des poèmes anglais. C'était impossible de faire un truc en français avec GPT-2. Hein. Enfin voilà, il fallait faire beaucoup d'entraînement quoi. Donc voilà, il y a... alors, du coup, on peut l'avoir sur le modèle, sur le portail Azure, mais l'une des grosses forces qu'il y a sur Phi3, c'est qu'il est entièrement open source. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Hugging Face. Hugging Face, en gros, c'est le GitHub du machine learning. Il y a des tonnes et des tonnes de modèles open source et aussi des libs open source pour, en gros, pour faire de l'IA. Et donc Phi3 il est disponible directement sur Hugging Face. Donc il y a les différentes versions que vous pouvez télécharger. Donc la version Phi3 Mini 4K Instruct, donc exactement la même version qui tourne sur Azure, que je vous ai montré sur Azure derrière là. Vous pouvez la récupérer direct sur Hugging Face en fait. Donc il y a pareil, il y a comment ça marche, il y a donc la version de base. La version de base, elle fait ces deux fichiers, là, elle est coupée en deux fichiers, c'est en Ceph Tensors, 4,97 plus 2,77 gigas. Donc déjà, ça fait en gros 7 gigas. Vous imaginez déjà que 7 gigas, faire rentrer ça en mémoire dans un Pi qui en a 4, ça pose déjà tout de suite le challenge, quoi. Alors, les modèles de LLM, ils sont codés sur un certain nombre de bits. Donc, je crois que le Phi3, il est codé sur cette version-là. En fait, elle est codée sur 16 bits, en gros. Et il y a une technique qui est sortie qui s'appelle la quantisation. Et la quantisation, en fait, ça permet en gros de réduire le poids d'un réseau de neurones en fait en le codant sur moins de bits. Et du coup, ça permet d'avoir un modèle qui est beaucoup plus petit, et on perd un peu en performance, hein, forcément, en faisant ça. Mais ça permet à la fois de réduire la taille du réseau de neurones, et du coup, l'occupation qu'il va faire en mémoire également. Donc sur Hugging Face, vous pouvez trouver une autre version qui est au format GGUF. Donc c'est le format dont je vais vous expliquer un peu après. Et du coup, voilà, là où on peut faire la comparaison. Là, c'est Microsoft directement qui a fait la quantisation et qui l'a mis à disposition. En gros, le modèle de base, le Phi3 Mini 4K Instruct, normalement, il fait 7,2 Go, codé en 16 bits. Et donc, la version d'après, elle est codée en 4 bits, donc 4 fois moins. Et elle fait 2,2 Go. Donc déjà, 2,2 Go, c'est déjà plus raisonnable. On se dit qu'on va pouvoir le faire rentrer en mémoire. Donc ça, c'est voilà comment déjà on réduit la taille du fichier, comment on arrive à faire rentrer ça dans l'ARM. Sauf que de base, alors les fichiers donc GGUF qu'on va pouvoir exploiter, normalement ce qui était dit à la base sur comment les faire rentrer, normalement il faut
en gros 2 fois la RAM de la taille du réseau de neurones. Donc c'est-à-dire 2,2 Go, ça fait donc 4,4, donc 4 Go, bah, en théorie ça rentre pas. Ouais, voilà, en théorie ça rentre pas, même si on est déjà beaucoup réduit par rapport à ce qui était d'origine, en théorie ça rentre pas. Donc moi mes premiers tests, évidemment je les ai faits sur Phi2, qui était du coup le modèle d'avant, qui était la version d'avant du coup de chez Microsoft. Et Phi2, alors Phi2, ce que je voulais c'était la version GGUF, voilà. Donc Phi2, alors voilà, ce qui est intéressant sur Phi2, c'est qu'il disait la taille en gros d'occupation mémoire, c'était pas Microsoft qui avait fait les premières versions, qui avait fait les GGUF en fait à la base. Donc Phi2, quand j'avais commencé mon truc, mon objectif de faire mon projet, du coup j'ai pris le premier modèle les modèles que j'arrivais à rentrer en RAM. Donc j'ai pris le plus petit là-bas, le Phi2 Q2 qui est codé que sur 2 bits et qui me dit 3,67 max RAM required. Donc c'est là-dessus que j'ai commencé, que j'ai fait mes tests. Après voilà, donc ça c'est la taille du modèle. Après bah, le modèle tout seul ça sert à rien, il faut du code pour le faire tourner. Donc bah, de base ce qui se passe en machine learning c'est du Python, hein. Donc encore je reparle de GingFest. GingFest ils ont une super lib qui s'appelle les Transformers, en gros qui permet d'exécuter à peu près tous les lemmes de la Terre et tout plein de choses. Mais c'est du Python, ça va avec PyTorch. PyTorch ça pèse déjà 2 gigas, voilà, c'est déjà un truc assez... donc quand on a un PC qu'on fait ça sur un GPU, ça marche très bien, on peut s'amuser. Mais quand on essaie de faire rentrer ça sur un Pi, c'est pas évident. Alors il y a un projet open source alors je connais pas son prénom, je sais qu'il s'appelle Gejarganov. Oui c'est ça, c'est le GG, c'est voilà. En fait. Georgie. Voilà, donc je sais pas si c'est Georgie, ouais, c'est lui l'inventeur, donc lui il a fait, il s'est dit un jour je vais recoder moteur d'inférence de LLM en C++. Donc c'est lui qui a fait ça et c'est avec ça que j'ai commencé à travailler également. Donc en gros, ce mec-là fait un travail de dingue parce que voilà, c'est lui qui a recréé un moteur d'inférence de LLM, mais du coup en C++ pour que ça marche pour réussir à faire rentrer ça dans moins de RAM. Donc voilà, c'est du coup mes premiers tests, je les ai fait donc avec Llama C++, LL Llama, il a pris le nom puisqu'il a fait ça à la base sur les moteurs Llama de Meta. Mais le moteur Llama, en fait, Llama CPP, en fait, marche sur tous les LLM, c'est pareil, enfin tous les LLM qui le supportent. Mais c'est un gros projet open source, même si vous avez votre propre LLM, vous pouvez rajouter votre support dedans. Et voilà. Donc là, je me baisse. Juste, petite info, j'ai mon... Pour savoir comment ça va marcher. J'ai mon téléphone là, qui est en mode point d'accès Wi-Fi, et en fait mon PC est connecté sur mon téléphone, et je vais connecter le Pi également sur le même réseau. Donc, comme ça que vous verrez comment ça marche. Et du coup, là, magie du spectacle, comme on dit. Je démarre le Pi. J'ai fait la config préalable normalement avant de venir. Donc en théorie, le Pi va se connecter tout seul à mon téléphone, enfin au hotspot de mon téléphone. Donc du coup, j'aurai les deux sur le même réseau. On espère que ça va marcher, hein. 2 appareils connectés, ça a l'air d'être bon. Parfait. On peut voir quelque chose à l'écran. Donc maintenant, on va voir quelque chose à l'écran. Donc, je me connecte à mon Pi. Tu peux grossir le texte? Alors, est-ce que je peux... Voilà. Est-ce que vous voyez mieux? Donc, voilà, donc là, je suis connecté sur mon Pi. Sur mon Pi, j'ai installé plein de trucs. Hein.
Donc, je vais faire quelques petites démos. Donc je vais commencer par la première démo dont je vous ai parlé. Mes premiers tests, je les ai faits sur... Oula. Je les ai faits sur Lama CPP. Alors je vais couper le son, si ça vous dérange pas, parce que j'ai pas de son à montrer. Et ça me permettra de faire des bêtises. Voilà. Donc j'ai commencé les premiers tests sur Lama CPP. Il n'y avait pas de support de Phi 2 à la base, donc c'était une branche spéciale de Lama. Si vous commencez par récupérer Lama, en fait comme tout programme C++, il va falloir commencer par le compiler. Donc il va falloir que vous installiez votre toolchain pour Lama pour C++, et du coup vous fassiez votre make directement sur le Pi. Ça marche assez bien, le Pi 5 c'est quand même assez puissant finalement. Hein. Donc, ils sont en réduction d'après ce que j'ai compris, ce qui est bizarre, mais bon, ils sont en réduction maintenant. Les Pi? Non, ils sont au niveau des prix. Ah, des prix, ils les ont baissés? Ah ouais, il y a au moins parce qu'il y avait des lecteurs, je crois qu'il y avait parce qu'il y avait des 8 gigas d'ailleurs. Parce qu'il y avait des pénuries à la base, mais ouais. Maximum d'ailleurs. Oui, mais là, en fait, ils ont augmenté de 20% de la production. Ouais, c'est pour ça alors. Ah ouais. En fait, c'est Sony qui fabrique une partie des Pi 5 en Angleterre maintenant. Donc, mon modèle Phi 2, je commence par Phi 2 pour tester, hein, celui qui était censé rentrer dans la mémoire du Raspberry Pi, le Phi 2, il a été téléchargé, il est dans le dossier Models, donc voilà. Le Lama CPP il a été compilé avant, donc voilà, je ne vais pas vous faire la recompilation en live parce que ça serait un peu long. Et du coup, c'est juste une ligne de commande pour faire du coup lancer le moteur, lui dire utilise le Phi 2 q2k.gguf et après le prompt. Donc là, je suis un peu à l'arrache, hein, j'ai même pas mis de système prompt ou juste je lui donne la phrase et il va me la compléter. Donc ça fait marcher, donc du coup ça démarre le moteur. Alors ce que je peux... La dernière mise à jour c'était... Là c'est Phi 2, ouais, j'ai mis la dernière mise à jour du code, donc là il est en train de commencer à démarrer. Je vous démarre une autre fenêtre à côté parce que ça permet d'avoir des infos sur la RAM. Il n'y a pas d'interface graphique Non. Je montrerai après. Hein. Donc voilà. Donc là il a démarré, il a exécuté la requête, hein. Il a chargé le moteur. Il a chargé le moteur, il a exécuté les tokens. Donc voilà, je lui ai dit talk to me about French food in French language. C'était ça ma requête, hein, c'était une espèce de système prompt de base. Il m'a juste répondu if you have any questions, please write them in comment section below. End of text. On sent que voilà, je suis pas encore sur ChatGPT là. Voilà, c'est pas encore ça, hein. Donc c'est et quand tu relances après si je le relance, je vais avoir comme d'habitude, comme quand on fait des LLM, hein, ça va être, il va me raconter autre chose en fait, parce que c'est des probabilités, donc il va me donner une autre probabilité en fait. Donc là c'est toujours Phi 2, version déjà qui a été franchement quantisée parce qu'il est à 2 bits, donc il a été très très réduit quoi. Voilà, par contre c'est mieux déjà. Voilà. C'est toujours le même modèle, un Phi 2. Il n'y a pas une version française. Il y a la baguette. On va en parler. Alors, je vais juste vous montrer. Bon. Je ne sais même pas si sur celui-ci, il me semble que si on met language égale FR. Ça continue. Alors, il a une tendance quand on utilise des LM, ils ont tendance, si on leur met pas des bornes, des choses, ils ont une tendance à être hyper bavard et en fait juste à remplir son contexte, il va vous raconter n'importe quoi. Donc là c'est ce qu'il fait en fait Phi 2, là il vous raconte n'importe quoi. Donc il y a des choses, non mais il y a des fois ça va être cohérent, il y a des fois où ça va pas être cohérent du tout, il va vous raconter juste n'importe quoi en fait. Donc il y a quand même du sens, hein. Donc c'est mieux que le Minitel, c'est clair que par rapport à un Minitel. Voilà, donc là il vous raconte un voilà. Et puis même
Là, ça pourrait être le script dans Astérix hein, qui vous dit What do you mean by French cuisine? Ben voilà, mais vous savez, le script, c'est pas vraiment un métier en fait. Donc bon, voilà. Quand tu as fini par tu peux poser des questions. Qu'est-ce que le lorraine ipsum? Pas juste une question. Bah là, si je lui mets lorraine ipsum, il va m'en mettre des tartines de lorraine ipsum. Hein. Par contre, il ne t'a pas dit en français. Hein. Je vais demander en français. Je vais lui. Bon. Je vais l'arrêter, hein, comme ça. Hop. Pour finir avec Phi 2, je vais essayer de lui dire quelque chose en français. Là, c'est toujours Phi 2. Hein. Hyper important, je pense, c'est que là, c'est un Phi 2, enfin, ça va être aussi un Phi 3, mais c'est un Phi 2 local, on est bien d'accord. Ah oui, c'est local. Tout est dans le tout est dans le Raspberry Pi. Hein. Là, tout tourne là, en fait. Hein. Tout tourne sur le petit truc, là. Voilà. C'est ça qui est important que nous, Parle-moi. qu'on comprenne en fait. Parce qu'en fait, il faut analyser le besoin. Là, tout tourne sur ce petit engin, rien d'autre là. Hein. Tu coupes le reste. Il continue à marcher. Hein. Donc là, je lui dis parle-moi de cuisine française. Sur Internet pour... Alors qu'est-ce qu'il m'a raconté? Il m'a répondu quand on ne veut pas, importe. Là, il m'a raconté n'importe quoi. Là, il m'a raconté n'importe quoi en français. Donc ouais. Je refais une dernière, allez. Posez la question de Lorraine Ipsum. La Sarté et l'étudiante by Jean-Louis Lefranc. Le petit Jean-Louis, la famille Lefranc en ami. Donc voilà. Donc là c'est parfait. Donc Phi 2 version quantisée, donc une Phi 2 déjà qui a été réduite. Parce qu'en quantise en fait forcément on perd aussi, on perd en précision parce que les 16 bits on les fait passer sur 2 bits là du coup. Donc on perd aussi en précision. Donc voilà. Donc là ça fait n'importe quoi. Donc Phi 3 est sorti quelques temps après. Phi 3 est sorti quelques temps après et alors ce que je voulais juste vous montrer derrière. Pour vous donner une idée, c'était juste histoire d'avoir une deuxième fenêtre comme je disais tout à l'heure pour avoir l'occupation mémoire. J'ai mal tapé le mot de passe, voilà. Voilà. Donc 2,5 Go de RAM. Donc là j'ai 2 libres 2,5 Go de RAM. Quand je lance Phi 2, hop, donc il utilise 449 mégas. Ça va, ça reste. Bon, sauf que là sur le français il raconte n'importe quoi. Ok. Donc. Le système, tu as Debian, la version. Alors c'est Raspbian. Raspbian c'est une Debian. C'est une Debian, ouais. C'est une Debian ARM 64 en fait. C'est un Raspbian par défaut. C'est un Raspbian par défaut que j'ai installé. J'ai rien fait de spécifique. Enfin, j'ai installé des choses dedans, mais c'est. Il faut bien prendre de la Raspbian qui est optimisée pour la Pi 5. Il est fortement déconseillé de prendre une version plus ancienne. Voilà, là voilà, comme je viens de démarrer une session, là on voit exactement la version que j'ai de ma Debian en fait. C'est une version Arch64 qui est 2024-04-22, donc une récente quoi, quand je l'ai installée quoi. J'ai fait les mises à jour, mais enfin bon voilà, c'est. Donc Phi 3 est sorti un peu plus tard. Du coup, il a fallu que je tente l'expérience sur Phi 3. Donc j'ai récupéré du coup Phi 3 mini 4K instruct, celui que je vous ai montré tout à l'heure sur le Geekfest, là, le point .gguf. J'ai récupéré du coup la Lama ACPP Phi 2, celui que j'avais gardé qui était dans une branche. J'ai récupéré la dernière version de Lama ACPP pour tester. Donc, alors Lama CPP au début il n'avait pas trop le, donc j'ai fait pareil, j'ai fait le make pour compiler le truc et il n'est pas un support de fou de Phi 3 parce que Phi 3 il est sorti, je vous expliquais en 2 versions en fait, il est sorti en version 4K et il est sorti en version 128K. Donc la version 128K, l'idée c'est d'avoir un contexte énorme de 128K comme on a sur les gros LM, sur les petits. Là j'ai que la version 4K. Hein. Alors, je vais aller un peu plus loin sur mon exemple. Dans cette fois-ci, du coup, je vous ai montré la masse CPP juste en ligne de commande.
Ils ont aussi sorti un petit serveur HTTP avec Llama, CPP, qui essaie de reproduire du coup l'API ChatGPT. Donc il fait du coup, il y a, du coup je l'ai compilé avec, ces serveurs, et du coup on peut lui donner, donc la ligne de commande, je lance le serveur, je lui donne mon modèle, mon GGUF. Alors ils ont rajouté un petit truc sympa, c'est que du coup on peut faire des templates pour les LLM, parce que les LLM, en fonction de leur instruction, on ne code pas forcément le système prompt à la conversation de la même façon. Donc il y a un template pour Phi3 qui existe, donc je lui dis utilise le chat template Phi3, et puis le système prompt, je l'ai mis dans un fichier JSON. Si ça vous intéresse, je peux vous montrer le fichier JSON directement sans... donc... Alors, oui. Ok, bon. Voilà. Donc le système prompt, c'est You are a helpful AI assistant named Fifi that speaks French and loves French food, especially croissant. Voilà. French food, c'est les croissants. Ah oui, forcément les croissants. C'est bien. Donc c'est ça le système prompt. Alors. Donc. Du coup, je fais la même commande que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de le faire en ligne de commande, je lance le serveur HTTP qui est compatible avec. Alors, du coup, il est compatible avec. Il essaie d'être compatible avec l'API OpenAI. Maintenant, c'est la commande, il y a plein de gens qui essaient de faire ça parce que, du coup, OpenAI étant sorti en premier, ça permet de garder le même code. Donc ça démarre là, comme tout à l'heure. Il va me dire quand il sera disponible. Donc, le code en C++, c'est pas le même. C'est juste, j'ai juste pris Llama CPP, mais la dernière version en fait. C'est juste la dernière version. C'est le main de GitHub de Llama CPP. C'est parce que tout à l'heure c'était la version que j'avais téléchargée à l'époque de Phi2 et qui était une branche spéciale sur Phi2. Donc voilà, là pour mon test, pour ce test-là, j'ai fait, je lui ai rebalancé du coup la. CPP pour le code et puis le modèle. Le modèle c'est le modèle Phi3 par contre. C'est le modèle Phi3 et c'est le modèle Phi3 par contre il est quantisé sur 4 bits et pas sur. Et pas sur 2. C'est le contexte, ouais. Voilà. C'est le 4.4 contexte et 4 bits de quantisation. C'est le que tu as récupéré sur le site russe, là. Donc voilà. Donc si on regarde maintenant mon occupation mémoire, c'est le modèle à 2,2 Go, on voit qu'il n'y a plus que 74 mégas de libre sur mes 4 Go de mon Raspberry Pi. Donc là, ça commence à forcer. Déjà, de base, quand on a un Raspberry Pi, en fait, la mémoire swap, c'est-à-dire que ce qui s'additionne aux 4 Go, on n'a que 100 mégas d'activer de base dans... Donc déjà, pour mes tests, je l'ai mis à 2 Go parce que ça permettait que ça explose pas tout de suite, en fait. Donc voilà. Et puis après tu tournes aussi à la vitesse de la carte SD. Voilà, et après tu tournes à la vitesse des cartes SD. Bon, c'est une carte SD, c'est une carte SD que j'ai dû acheter chez Amazon, je pense. Mais voilà, c'est. Donc voilà, donc là on a le 2,2 mégas. Je vais aller un peu plus loin. Et du coup, maintenant que j'ai lancé mon serveur HTTP, je vais essayer de lui balancer une requête. Alors, si je fais comme ça, ça va pas aller. Je vais essayer de balancer une requête HTTP. On peut pas afficher la page web sur un navigateur ou... Si, on pourrait. Ouais, On pourrait. Je vais... Mais je veux pas gâcher le suspense de la démo d'après, c'est pour ça. Faut pas négliger. Pour la même marque, si tu disais top, t'auras le... Pourquoi ça met ce temps Voilà.
Alors, donc là ça travaille. Donc là j'ai deux fenêtres, hein. La fenêtre où il fait le post et la fenêtre où il travaille. Donc là il a pris la task, non, on voit le serveur. Alors faut savoir que quand j'ai fait mes tests sur le Raspberry Pi, une petite info à parler, c'est sur l'alimentation. L'alimentation qui voulait faire la même chose avec le Raspberry Pi. Faites attention à avoir une bonne alimentation, parce que moi j'ai fait tous mes tests avec l'alimentation de mon téléphone portable qui n'était qu'à 20 watts, et en fait il a besoin de 27 watts le Raspberry Pi. Donc en fait il crache régulièrement, en fait en disant, quand on va regarder le journal système, il crache régulièrement en disant « Oh, j'ai pas assez de voltage ». Ça c'est le petit défaut de l'appli 5 en fait, si vous sous-alimentez en fait, déjà il ralentit de lui-même et vous n'exploitez pas en fait le socle interne de l'appli 5. Donc c'est pour ça que vous devez acheter une alimentation de 27 watts. Donc ouais. Là j'ai emprunté un autre chargeur de téléphone, il était à 30 watts, donc du coup ça passe pour la démo. Donc voilà, il m'a répondu dans ma market. Il a dit « Bonjour, je m'appelle Fifi et je parle français avec une affection particulière pour les délices de notre belle cuisine française, surtout pour le croissant. » Bon, et après, il est un peu parti en vrille, là. Aucun prompt à suivre. Assistant. Bonjour, je suis Fifi, votre ami AI, qui a un penchant particulier pour la délicieuse cuisine française et en particulier pour le croissant. Bon, voilà. Là, on sent que sur... donc c'est pas encore parfait, quoi. C'est vraiment du... Alors, ça c'est Lama SCPP. C'est cool. Il y a une API, tout est open source, vous pouvez jouer avec. C'est génial pour découvrir. Il y a un projet qui est sorti en open source également, qui s'appelle Ollama. Ollama qui est basé en fait en réalité derrière, c'est juste une espèce de gros wrapper de Lama CPP. Et Ollama en fait l'idée c'est d'avoir un truc hyper facile en mode Docker pour utiliser en mode Docker, parce qu'en fait on fait des pulls et des push avec les modèles pour utiliser les modèles facilement. Bon, c'est pas parfait, hein, c'est comme truc, et puis c'est pareil, ça prend de la RAM, mais voilà. Donc ça me permet de vous montrer la démo d'après. Donc évidemment, Ollama, je l'ai installé avant sur mon Raspberry Pi. Hein. Si vous l'installez de base, il vous crée un système Ollama, sauf que moi, quand j'avais besoin de RAM, en fait, j'ai viré le système et je le lance à la main. Autre chose, c'est qu'en fait, quand vous lui donnez des modèles, alors soit il va la récupérer directement de sa base, la base qui doit être sur Gingfest, j'imagine, en fait, en réalité. En fait, vous faites des Ollama pool et en fait, vous lui donnez un nom de modèle et si le modèle est dispo, bah, hop, ça récupère le modèle et vous n'avez rien à faire. Donc c'est hyper facile si vous voulez essayer des modèles de langage sur votre machine et que vous n'avez pas envie de compiler du C++ ou prendre la tête avec du Python, c'est hyper facile à utiliser. Donc moi ce que je vais faire, comme j'ai viré le service de Ollama, faut que je lui donne du coup les variables d'environnement qui vont bien, parce que comme j'ai viré le service, il les a plus. Donc du coup, deux variables d'environnement, je lui dis, si vous utilisez Ollama de base, en fait, il ne l'expose pas, c'est-à-dire que pour faire un mode service, il n'expose pas il fait pareil, il crée une petite API en mode OpenAI, mais il n'expose pas, vous ne pouvez pas partager votre API. Donc là je lui dis juste je veux mon API disponible sur Ollama sur 0.0.0, donc partout quoi, sur toutes les interfaces, et je lui mets le cross origin, donc pour mon navigateur si mon site est ailleurs, pour que je puisse accéder de n'importe où. Donc ça c'est ce que je mets dans les deux variables d'environnement. Après moi je fais un Ollama serve, en fait ce que le Ollama serve ça démarre le service Ollama dans le Raspberry Pi, ça démarre en fait du coup le serveur. Donc Ollama c'est pareil, c'est comme c'est basé sur Lama CPP, donc si vous avez des GPU, il va prendre le GPU par défaut, s'il n'y a pas de GPU, il va prendre le CPU. Donc je peux regarder du coup de mon autre fenêtre là, ma RAM, ouais, comment
commence vraiment à faire la gueule, parce que là j'ai 39 mégas de libre du côté RAM, et puis il a commencé même à prendre du swap là. Donc là ça commence à coincer un peu. Donc à la base c'est cool, par contre ça forcément ça rajoute une surcouche de plus, donc ça prend encore plus de RAM. Alors je vais être encore plus ambitieux pour l'exemple. Du coup j'ai démarré une API, sur mon Raspberry Pi. Il y a plusieurs sites, en fait il y a plusieurs interfaces si vous voulez utiliser sur GitHub qui sont pour la main. Il y a une version light, il y a une version grosse qui marche dans un container Docker qui fait des tonnes de trucs. Donc là j'ai récupéré du coup un petit site, c'est un petit site NPM. Je l'ai compilé avant. Alors je crois qu'on a juste, je sais plus si je l'ai tapé Monster quelque part dans ma petite mémoire. Non. Donc Serve, c'est juste un service qui permet juste d'héberger du coup un site statique et de démarrer un site statique sur ma machine et bon. Alors je crois que c'est ça. Et je lui donne le dossier dans lequel j'ai compilé précédemment mon truc. Et normalement, voilà, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit mon site est disponible sur localhost.3000. Alors combien il me reste de RAM dans cette machine du coup? Il ne va plus rester grand chose. Quand on va allumer le navigateur. Ouais, il doit plus rester grand chose. Dans la mémoire qu'il faut. Bah là déjà j'ai déjà débordé sur les 4 Go en fait. Donc je suis déjà plus dans les En fait, dans les cordes. Il faudrait prendre la version 8 Go. C'est le minimum pour vraiment exploiter les possibilités. 4, c'est vrai que... Mais j'ai une suite, tu verras. J'ai encore une petite suite après. Donc combien il reste là? Voilà, donc là j'ai 82 mégas et 1,9 giga de libre. On va voir, je vais essayer de démarrer du coup un... Du coup, il y a un site normalement qui est disponible sur localhost 3000, donc du coup 192, c'est pas mon adresse IP de mon... Alors, il me dit servation de fait parce qu'il essaie de se connecter sur localhost, c'est pour ça. Donc là, je dois lui dire connecte-toi à mon IP 192.168. Hop. Donc, donc là ça a marché, il s'est bien connecté, il voit bien qu'il y a un modèle. En réalité, bon, ce que là je vous montre pas, quand vous utilisez Ollama, soit vous faites un pool comme je disais tout à l'heure, soit vous lui passez ce qu'on appelle un model file. En gros c'est comme un Docker file, sauf que en gros ça reprend le système, le template du HTML, enfin voilà, etc. Du coup précédemment j'ai créé le bon fichier avant sur mon Pi. Si ça vous intéresse, je peux même vous montrer le modèle file qui est tout bête. Je crois que j'ai même pas mis un truc rigolo sur le prompt system là. Donc voilà,
From Phi3, ça rappelle un peu Docker, hein, voilà. Et puis le template, j'ai même pas, voilà, dans le système prompt, j'ai même pas mis Phi3, tu es un... Voilà, donc là on va voir, du coup je lui dis, sélectionne le modèle Phi3 mini, et je vais lui demander, présente-toi de la même façon. Donc là, bon, bah, sur mon navigateur pour l'instant ça rame. On va regarder du coup mes CMFnet. Là on voit que le serveur HTTP ça fait des choses. Hein. Là de ce côté là, du côté GG, du côté du Phi de Ollama, ça va te faire des choses aussi. Pour l'instant, voilà. Combien il reste de RAM? Pour l'instant ça n'a pas tellement bougé, hein, 113 mégas,9 Go, bon c'est pas... Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore la réponse. Hein. Lui, il faut plus de mégas pour ça. Alors, j'ai normalement aussi... si on va regarder du coup... Voilà, hop. Mon petit aide-mémoire pour la démo, hop. Ouais. Si on va regarder la température du CPU, 84 degrés. 85 degrés. Ouais, il monte à 90 facilement. 86 degrés. Ça pose aucun souci. Voilà. La RAM, ça bouge pas tellement. Là. Mais c'est une puce, quelque chose comme ça. Bah, c'est le socle, c'est le socle. Ah oui, c'est le socle, donc là. Ouais. Donc là, ça bosse, ça fait des choses. Je sais pas s'il aura commencé à envoyer des trucs. Il a dû commencer à envoyer des trucs. Donc voilà, donc là, il répond. Voilà. Donc là, j'ai mon... bonjour, je suis un assistant numérique conçu pour vous aider. Comment puis-je vous assister aujourd'hui? Après, on sent qu'il délire un peu là. Il est parti. Il est reparti un peu en vrille. C'est bien. Il est bien de la main. Hein. Il préserve. Donc là, c'est Phi3. Donc. La démo, ouais, il fait démo sur ce coup-là, mais c'est pas grave, on n'a pas, voilà. Pour raconter n'importe quoi. Bah, après, en fait, l'avantage, c'est que ça montre bien que déjà, il faut de la qualité au niveau du modèle, et puis une certaine puissance de calcul derrière, et puis de la mémoire pour que ça fonctionne vraiment à fond. Et ça vaut le coup. Parce que là, on est ce qu'on appelle Freegal IA, je veux dire. La Freegal IA, ça tourne là. On est vachement bien. Là, on y est là. Non, mais par rapport au contexte extérieur, on est bien. On ne dépense pas les $20 finalement par mois, puisqu'on est en local. Donc, en fait, tout ce qu'on pourra, j'ai envie de dire, loader en local, c'est gratos. Hein. Que ce soit Mistral, que ce soit. C'est gratos. Techniquement ça fonctionne, mais la pertinence pour l'instant, on n'a pas encore atteint la pertinence. Ça dépend de ce que tu veux faire en fait. On va en parler, je pense. Là, là, la démo n'est pas extraordinaire sur le. Bah, en fait, le vrai problème, c'est que tu es limité par la puissance de la machine locale. En fait, c'est ce qui va tout faire. Absolument. À ce niveau-là. Mais est-ce qu'on peut en rajouter? Non. Alors qu'est-ce qu'on... Alors là, c'était bloqué, c'est soudé, c'est tout. C'est pressé ou pas pressé. C'est déjà, on peut faire. Je travaille avec des images parce que bon, on n'a pas encore vu les trucs des vidéos. La question, qu'est-ce qu'on veut faire? On ne veut pas que techniquement que ça fonctionne. On veut que la pertinence... Ah oui, absolument. Et là, dans la démo, on n'a pas encore atteint ce niveau de... On n'a pas encore la pertinence. Non, mais on va voir si à la fin on y arrive, mais voilà. C'est... Il te reste moins de 10 minutes. Hein. Il me reste combien? 10, pas plus. 10 minutes. Bon, alors je vais accélérer. Il est lent, mais après, en plus, il va... Je vais accélérer. J'aurais bien aimé qu'il me... Voilà, là, il est lent, mais après... Ouais. Donc là, il parle beaucoup, il raconte beaucoup de trucs. Bon, voilà. Mais en fait, on va couper le serveur ici. En fait, ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est on va couper le serveur ici. Que va changer tout ton modèle. Et moi, je l'ai laissé, mais la semaine dernière, sur le service de génération d'images d'OpenAI. En fait, tu débrayes le modèle selon le style d'image que tu veux avoir. Et ça devient très intéressant. Parce qu'il va affiner si c'est du cyberpunk, si c'est du pixel, si c'est du street art, etc. Et selon en fait la finalité de l'image que je veux,
je débraye en fait le modèle à si tu veux que je te fasse une session sur le graphique, prochaine, je pense qu'il faudra que je vous ferai dans le futur, je ferai un truc sur comment monter son Sora soi-même à la maison. Ah oui, parce qu'il y a un modèle. Ce sera sur. Il y a un modèle qui sort sur la vidéo. Là, j'ai des trucs de fou à vous montrer si. Vraiment. Hein. Sur le Raspberry Pi, on n'y est pas encore. C'est-à-dire que Raspberry Pi, j'ai regardé ce qu'on peut faire. On n'a pas le temps pour la démo, quoi. On peut faire tourner des trucs, mais bon. Alors du coup, dernière, peut-être pas la dernière, mais sur la démo, il y a un truc que j'ai découvert. Donc on a vu Lama CPP, Olama et tout ça. J'ai découvert un truc à la KubeCon, la dernière KubeCon. Là, j'ai vu une conférence. Je crois que c'est je sais pas si c'est des Asiatiques, je sais pas s'ils sont chinois, enfin en gros d'une boîte qui faisait un truc qui s'appelle Wasm-Edge et Lama-Edge. En fait, Wasm-Edge, je sais pas si vous avez entendu parler de Wasm, W-A-S-M et de WASI. Oui. Donc Wasm, à la base c'est une techno qui était faite pour faire en gros n'importe quel binaire mais dans un navigateur. En gros c'était pour exécuter du C# ou du Python dans le navigateur. C'était ça Wasm à la base et du coup ils ont spécifié ça et ils ont fait pour qu'on puisse exécuter n'importe quel code. Ce qui est marrant c'est que cette techno là, Wasm et du coup l'autre qui s'appelle WASI, en fait elle s'est retrouvée dans les serveurs. Parce qu'en fait, ils se sont dit, en fait, c'est marrant, c'est la même techno, la même chose qu'on essaie de faire depuis 20 ans avec Java ou avec .NET, de faire un intermediate language et de l'exécuter partout. Et donc, en fait, ils ont repris la même chose ils ont pris ce qui a été spécifié pour Wasm, et du coup, ils l'ont mis dans les serveurs. Et cette techno qui était faite pour s'exécuter dans un navigateur, maintenant, ça s'exécute dans les serveurs. Et en plus, c'est hyper optimisé. Donc en fait, il y a des gens du coup qui ont fait Lama Edge. Et Lama Edge, en fait, c'est Lama CPP, mais adapté du coup en Wasm et qui a été recodé un peu en Rust aussi pour que ça. Et du coup, c'est encore plus optimisé. Donc ça tourne encore plus mieux, j'allais dire, voilà. Et donc, juste pour refaire le point sur ma RAM actuelle. Donc ma RAM actuelle, 1,6 Go. Je sais pas, il y a des trucs qui doivent encore tourner à mon avis là. Mais là j'ai Docker qui tourne déjà. Je peux le. Voilà, et donc Wasm-Edge, Lama-Edge, en gros Lama-Edge c'est Lama CPP du coup recodé en moteur d'inférence mais du coup en Rust et qui tourne en Wasm. Et donc je l'ai installé évidemment dans mon Raspberry Pi pour la démo, qui est ici, voilà, donc Lama API server.wasm. Et du coup je vais le démarrer. Alors c'est pareil, je vais le démarrer en live, donc vous voyez un peu le... Donc qu'est-ce que je dis derrière? Je démarre Wasm-Edge, c'est le dossier local, et il va me prendre le petit... en plus il va exposer un site, un petit site avec, donc j'ai même pas besoin de me prendre la tête à démarrer un autre serveur à côté. Donc c'est le petit dossier que j'ai mis à côté qui s'appelle chatbot-UI. Tu charges mon modèle Phi3, le même que tout à l'heure, hein, le Mini 4K Instruct GGUF. Tu me démarres le Lama API Server, donc qui est ici. Et le modèle, c'est Phi3 Chat. Donc c'est pareil, le template qui va derrière. Donc je le démarre. Bon, il y a une petite erreur au début, mais il ne faut pas faire attention, c'est pas grave. Donc là, c'est pareil, ça a démarré. Donc j'ai les infos de Lama Edge. Donc si je regarde de nouveau ma RAM, bon, j'ai un peu plus de RAM que tout à l'heure, hein. Il reste 210 mégas. C'est pas 64 Ki. Là c'est... Donc du coup, hop, 192.100... faut que je reprenne mon IP. Il est exposé sur 80-80.
Donc voilà, donc là j'ai Llama Edge, du coup j'ai mon ChatGPT, hein, ça me garde l'historique, c'est le petit chatbot qui est fait avec. Donc je peux même, si je veux mettre directement le système prompt ici dans le navigateur, bah après il y a un système prompt qui est codé dans le, codé dans le site, mais voilà. Donc on va mettre un petit système prompt sympa, hein. On va mettre you are an AI assistant named Fifi that loves French food and especially croissant. Donc c'est pareil, bah, j'aurais pu le laisser de base le système prompt, hein. Il y a un système prompt qui est codé là du coup dans le site, donc j'aurais pu, mais bon, pour la démo Fifi, c'est pas rigolo de l'avoir. Donc je vais lui dire présente-toi. Donc ça, derrière j'ai quand on met en mode log, il raconte pas grand chose comme log. Si je regarde la RAM qui tourne, il me reste 148 mégas, là je suis au-dessus des. Je suis en dessous des 4 gigas. Hein. Donc là, j'ai 500 mégas d'utiliser, donc je suis. J'ai available 3. Là je suis tranquille, hein, j'ai que 500 mégas d'utiliser. Donc voilà, ça va beaucoup plus rapidement, je suis en mode streaming. Enfin là je suis quasiment au niveau d'un ChatGPT 3.5 en fait. Donc voilà, bonjour, je m'appelle Fifi et je suis ravi de présenter. En plus d'être passionné par les technologies avancées, mon amour pour la cuisine française est incommensurable. Le croissant, cette pierre angulaire du petit déjeuner français, a un rôle particulier dans ma vie. Les beaux défauts dorés de son pain feuilleté et le goût subtil de lait font des heures charmantes à mes côtés chaque matin. Donc là, on est quasiment à un niveau... Donc bah, on va aller un peu plus loin. Hein. Je vais dire, prépare-moi une liste de courses pour le dîner où je veux manger un plat typiquement français. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Ça... Ah oui, l'appétit. Exactement, c'est pour ça que je le fais à la fin. Ils vont dire message, prends ça, c'est pas très prends ça. Alors bon. Prends ça, pizza, et demander. Le croissant non plus à l'origine. Combien de RAM là? Non, c'est bien, on est toujours tranquille. Là. Oui, c'est Marie-Antoinette qui peut leur demander. Donc, comme ça prend vachement moins de RAM et que c'est vachement optimisé et que en fait on pourrait faire, j'ai pas testé, mais en fait je pourrais tenter de faire tourner un modèle encore plus gros. Bah déjà Phi3, voilà, 3,8 milliards de paramètres et on a des perfs qui sont quand même pas mal. Bon, oui. Ça travaille là, mais voilà, ça va finir par arriver. Si je peux regarder tout ça, hop. Non, il n'y a pas d'erreur. Non, tout est... Je pense que ça va finir par arriver. Tu peux voir combien de degrés il a, la puce? Ah, si tu veux. Oui, parce que... à force de réfléchir... Hein. Surtout qu'on veut pas que ça pète, quoi. Ce sera dommage de le cramer, mais ouais. Prends un croissant. On a 87 degrés, donc... Ouais, c'est pas... Oh, ça reste dans les bonnes limites. Ça reste dans les bonnes limites. Hein. Alors... Alors... Comment ça je fais? Il est toujours là. Hein. Je crois que si on lui fait trop d'opérations, il commence à être truqué.
Si tu actualises, ça fait planter le... Normalement, ça ne va pas planter, hein, mais ça devrait. Si tu actualises la page, bah, si j'actualise la page, je vais perdre mon... Je vais tout perdre. Là. Ouais, mais je vais tout perdre là. Je peux ouvrir une nouvelle page si je veux à côté, mais je peux ouvrir une nouvelle page. Voilà, ça y est, ça arrive. Voilà. Bien sûr. Il se réveille, il faut qu'on le fasse pour. Je vais fermer ça. Hop. Voilà. Bien sûr, voici une liste de courses pour préparer un dîner typiquement français. Assurez-vous de prendre en compte l'allergie aux noix que vous avez mentionné. Ça va? Pain baguette pour accompagner vos plats et pour le croissant si nécessaire. Bah, évidemment, forcément, je lui ai dit que les croissants c'est important. Donc, viande de bœuf, filet de bœuf, hein. Classique français, c'est vrai, le filet de bœuf c'est un classique français. Idéal pour une steak frite ou un ragoût. Champignons émincés comme accompagnement pour votre bœuf. C'est vrai que c'est une bonne idée. C'était un menu parisien. Fromage avec noix de beurre, beurre frais et un fromage comme le camembert. Ah oui, ça, il a raison, le camembert c'est quand même une spécialité française. Hein. Ah oui. Assurez-vous d'utiliser du beurre sans noix. Sur les noix, pommes de terre nouvelles pour une purée ou des pommes vapeur. En fait, je pense que c'est parce que, comme évidemment c'était une conversation, mais il a envoyé le truc d'avant, c'est pour ça que ça a été plus long. Il avait un gros message, du coup, ouais. Échalote comme garniture pour vos plats, olives vertes et noires, un accompagnement savoureux. Champignons sauvages. Bon, voilà. Après, si on va aller plus loin, parce que là on n'a plus le temps, donc je vais arrêter les démos. Confit de canard, il a raison, confit de canard. Confit de canard, ça fait partie. Bon, confit de canard plus la viande de bœuf, c'est peut-être beaucoup, mais bon après, si vous envisagez d'ajouter un élément gourmand, là on y est effectivement. Pourquoi pas? Moi je suis pas contre. Hein. Moi bœuf plus canard, bon ok. Alors. Après, on a parlé du rag tout à l'heure. Pour finir, le rag, en fait, on peut très bien le faire avec ça. Ça marche très bien. J'avais testé un peu dans les démos. Il y a une petite base vectorielle qui s'appelle Qdran, qui projet, enfin une des nombreuses bases vectorielles, parce qu'il y en a plein. D'habitude, je parle plutôt d'Azure Cognitive Search parce que je parle des trucs Azure. Mais voilà, et Qdran. Qui avait une intégration directement avec Westmail en fait. Donc, alors, ils ont fait un petit API serveur, mais du coup intégré avec du RAG, qui marche bien avec Qdran. Sauf que le Qdran, j'ai essayé de le faire tourner sur Raspberry Pi. Dans la dernière version, il y a un bug, et du coup, Qdran ne tourne pas sur Raspberry Pi. Il y a un petit bug, il faut attendre quelques temps. Par contre, il tourne très bien sur ma machine, donc je l'avais démarré sur ma machine. J'ai récupéré le container, et du coup, je peux très bien lancer le Qdran sur ma machine et avoir l'API sur le Raspberry Pi et du coup faire du RAG entre mon PC et le Raspberry Pi et ça marche très bien également. Mais voilà, on arrive à la fin de la session, donc je pense que ce sera pour une prochaine. Ouais. Est-ce que vous avez une dernière question à poser à Fifi pour finir, je sais pas. Avec un prompt, avec le système prompt de base, là, je lui mets pas Fifi, juste. Je lui ai dit, demander si c'est raisonnable de lancer un modèle de données sur un Raspberry Pi. On peut demander. Il faut 3 heures pour avoir la réponse. Est-ce raisonnable de lancer. S'il est vraiment français, il va faire là, je pense. Un modèle de langage. Il n'a pas le propre celui-là. Ah, c'est vrai. Bon, on va voir. Mais du coup, ça tourne en fond. Je te laisse faire la conclusion pour l'instant là. Voilà, donc ça conclut un petit peu ta presse. Merci à toi. Donc vous aurez un petit peu de temps là-haut.
Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va vraiment dans le cambouis. Là, c'est vraiment à la fonderie. Il a répondu oui, il est raisonnable de lancer un modèle de langage sur un Raspberry Pi. Les Raspberry Pi sont des appareils compacts et relativement peu chers qui peuvent être utilisés comme serveur personnel P2Z, ok, pour différents services, y compris ceux basés sur les technologies du langage naturel. Au modèle de... Il y a une petite faute de frappe. Ouais. Prochain numéro du jeu programmé, on va avoir un exemple de langage naturel sur Pi 5 et le tout en C#. C'est ambitieux, mais ça tourne. Ah oui, c'est bien, comme ça après pour partir vers Unity, ça va être génial. J'avais une démo suivante si vous vouliez, mais voilà, comment on fait tourner du semantic kernel dans le Raspberry Pi avec tout ça en plus. Avec DVM, hein. Ouais, mais c'est trop lourd. Avec DVM, ça marche. Non, trop lourd. Bah là, c'est trop lourd. Enfin, sauf si effectivement un vrai desktop, mais pas avec une Pi. Hein. Non, je parle pas avec une... Non, mais en fait, là, il est plus intéressant. C'est avec des VM en local. Ouais, mais il vaut mieux passer avec un conteneur. Oui, sur les machines. Oui, sur les machines. Bien sûr. Il vaut mieux passer par un conteneur. Tu peux prendre une interface et commencer à faire un logiciel. Il est beaucoup plus léger un conteneur. Ouais, si vous voulez, en gros, si vous voulez faire du semantic kernel sur le Raspberry Pi, là, c'est juste le bout de code que j'ai ouvert. Comme c'est une API standard, enfin comme tous ces trucs-là, c'est des API qui sont commis sur les standards API OpenAI en fait. Bah, vous mettez un OpenAI Shed Completion dans et vous lui spécifiez un endpoint avec la bonne adresse. Et magie, ça marche. Avec un conteneur qui est connecté à Internet. Non. Ah si. Ah non. Si, avec Docker. Ah non. Non, parce que quand tu fais ton Dockerfile, que tu fais le build et puis après ton compose, il charge en fait ton image au niveau local. Hein. Une fois chargé. Ça pose pas de vrais soucis. Hein. Donc là, il n'a pas fini de parler. Là. Des projets en fait. Voilà. Après, il ne faut pas utiliser par contre des ressources en ligne. Ça dépend des projets. Mais c'est surtout local. C'est surtout oui, il faut faire gaffe avec Docker et compagnie. C'est surtout quand on est connecté, c'est surtout la sécurité. Autre chose qu'il faut peut-être aborder pour ceux qui veulent faire des de pro, mais il faut faire hyper gaffe à la sécurité. Là. Mais non, mais en fait, lui il va te chercher ton image quand tu inities ton compose, mais ton build pour l'image. Mais par contre, ton run, si tu le fais en local, il est en pur local. Oui, mais après, toutes les ressources après que tu... Non, parce qu'en fait, il va te charger l'image et tout, quoi. L'image, les dépendances et tout, bien sûr. Oui, l'image et tout ça, mais après, tu as besoin des données et tout ça, quoi. Après, tout dépend comment tu le configures. Hein. Et puis ça dépend ce qu'on fait en fait. Donc, moi, j'ai déjà monté des clusters sur du Pi avec du Docker et c'était du pur local. Hein. Ah, ça marche très bien. J'ai fait un cluster de Kubernetes avec des Pi 2, c'était des petits. Hein. Ouais. Et c'était un cluster Kubernetes et ça marchait. Ça marchait. Ah oui. Ouais, on se trompe, ouais. Ouais, c'était Pi 3S. Ouais. C'était donc voilà, c'est une distrib de Kubernetes qui marche en embarqué, ouais, c'était Pi 3S, donc ça marchait. Ah, Pi 3S. C'était Pi 3S. Ouais, pas K3S, d'accord. Ok. Ou c'était peut-être K3S, t'as raison, je sais plus, c'était une. C'est un petit Kubernetes. Hein. C'est ça, ouais, c'était K3S. Alors, en complément, si vous n'avez pas pu aller à notre conférence DevCon 100% IA, toutes les sessions sont disponibles sur la chaîne YouTube. Donc c'est quand même 5 heures de session technique sur l'IA. Ouais, et si vous voulez voir Semantic Kernel, j'en ai fait une super session. Voilà. Voilà, j'ai Eviden, Intel, Amazon, Maimric qui était là. Donc là, c'est 5 heures vraiment de très très bonnes sessions. Donc ça, c'est sur notre chaîne. C'est tout disponible, oui, tout à fait. Donc c'est sur YouTube, hein, voilà, et c'est session par session. Le hors-série, donc où vous aurez aussi bien l'état de l'art que des tutoriels vraiment clés en main pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis le meet-up qui sera disponible d'ici une dizaine de jours aussi en replay. Voilà. Ah, c'est bizarre parce que sur la DevCon, si tu parles de DevCon intelligence artificielle. Oui. Et moi j'ai vu qu'il n'y avait rien du tout. Hein, c'est programmé. C'est récent alors. J'ai tout mis en ligne. Hein. Quand ça? Ah non, ça fait longtemps. Il y a déjà un mois. Ça fait longtemps parce que j'ai. Ouais.
Oui, j'ai même fait une actu complète avec toutes les previews de toutes les vidéos. Bah ouais. La dernière PFCode, c'était sur intelligence artificielle. Oui, en mars, mi-mars. Ah, j'ai pas vu sur le site. Ah si, j'ai fait une actu et tout. Hein. Ouais, je le reposterai donc à regarder sur. Et j'allais dire, pour finir aussi, je ne suis pas financé ni par Programmer, ni par Microsoft, ni par personne en fait. Voilà. Donc, j'allais dire envoyer des sous, mais voilà, n'hésitez pas à faire appel à moi pour. Parce que voilà, pour n'importe quel besoin sur l'IA, sur Azure. Voilà. Alors je rappelle que tu es aussi MVP, non? Je suis aussi MVP, ouais, je suis aussi MVP sur la techno Microsoft Azure. Voilà, des experts, donc effectivement MVP MS. Hein. En fait, c'est un type qui dit que la personne a déjà un très très bon niveau et il est expert dans telle ou telle technologie. Voilà. Ouais. Donc sur Azure depuis de nombreuses années. Et en l'occurrence Azure. Voilà. Et après sur l'IA, on voit que j'ai un peu de niveau aussi. Merci à tout le monde. Merci. J'espère que...